cette dernière phase. Parce que, première chose à noter, dans l'onglet développeur, il y a mode création. Chez moi, c'est en anglais. Chez vous, ça s'appelle mode création. D'accord? Quand vous êtes, le mode création est actif, les contrôles actifs X ne marchent pas. Contrairement à tous les contrôles qu'on a utilisés en haut. Eux qui n'en sont pas influencés par ce mode de création. D'accord? Donc, quand le mode création est actif, ce contrôle ne peut pas marcher. C'est-à-dire qu'il a un mode design. D'accord? Pour qu'il puisse marcher, il faut désactiver le mode création. Les gens qui travaillent. Les gens qui sont distraits alors qu'on est en train d'expliquer des trucs qui sont concrets. C'est pas qui sont importants, mais qui sont concrets. Et quelqu'un va m'appeler pour me dire que son bouton ne marche pas. Je ne savais pas quoi lui dire. Donc, j'étais en train d'expliquer que dans l'onglet développeur, vous avez mode de création. C'est pour activer et désactiver le fonctionnement des contrôles actifs X uniquement. D'accord? Donc les contrôles actifs X fondent l'essentiel de l'environnement de programmation VBA. Donc les contrôles formulaires sont là de façon accessoire. Ils ne font pas grand-chose. D'accord? L'essentiel des objets que vous allez manipuler sont des contrôles actifs X. Donc c'est pour ça qu'il y a tout un mode création pour eux. Parce que quand j'ai activé le mode création, voilà, ça me permet. Alors ici par exemple, on avait vu que pour passer en mode design, il faut faire un clic droit. Voilà. Là, vous passez en mode, je peux designer, changer quelque chose, le texte, la forme, étirer, augmenter la taille, ainsi de suite. Mais que le mode création soit activé ou pas, ce gars marche. Il ne le gère pas. D'accord? Et lui, si je veux passer en situation de design, il faut que je fasse clic droit. D'accord? Alors que ce bouton, lui, quand le mode création, je stabilise le choses. Quand le mode création est activé, il ne marche pas. Pour qu'il puisse marcher, il faut que je puisse le désactiver. D'accord? Donc, on note déjà là une différence entre les contrôles de formulaire et les contrôles actifs. Parce que dans notre liste de contrôles ici, vous avez beaucoup de contrôles qui sont à la fois des contrôles de formulaire qui sont des deux côtés. La majorité des contrôles sont en haut et ils sont aussi en bas. Maintenant, si on se place en mode création, l'autre élément que j'avais commencé à expliquer la dernière fois, et sur lequel je prends un tout petit peu de temps parce que ça va nous suivre dans beaucoup de choses qu'on va faire, c'est dans la logique, on a les marqueurs. Dans la logique suivante, c'est on a un objet, on n'a pas oublié qu'on a en programmation orientée objet, on n'a pas sorti de là. On a un objet qui est une structure complexe à deux parties. La première partie, c'est ce qu'on appelle les propriétés. Et la seconde partie, c'est ce qu'on appelle les méthodes. Ah. Les méthodes, en fait, ce sont des procédures et des fonctions. Et les propriétés, ce sont des variables ou d'autres objets. Alors, dans le langage de la programmation orientée objet, on avait commencé à le voir en C++. La variable n'est pas l'objet, hein, c'est deux choses différentes. La variable relève des types classiques de données ou des types élémentaires de données pour placer une information d'une nature précise. Voilà. Bon, si on veut avoir une définition matérielle des choses, une variable est la réservation d'un espace mémoire. On peut aussi voir ça comme ça. Donc, généralement, quand on programme en programmation orientée objet, on manipule les variables et les objets. Bien sûr, on manipule aussi ce qu'on a vu, les constantes. Donc, le bouton qu'on voit là, command button 1, est un objet comme ça.
il a une liste de propriétés qu'il faut apprendre. Ces propriétés, les propriétés constituent les informations qui permettent de connaître l'objet ou d'avoir certains éléments sur l'objet. D'accord? Alors, les contrôles de formulaire n'ont pas ça. C'est des objets statiques dans l'environnement et programmation. Alors que les contrôles actifs X, c'est des véritables objets de programmation au sens réel de ce qu'on entend par objet en programmation orientée objet. Et on verra les méthodes qui sont à l'intérieur pour faire ça. D'accord? Ça va? Quelqu'un? Hein? Donc pour avoir accès aux propriétés, vous cliquez ici, clic droit, propriété. Alors déjà il faut être en mode création. Voilà. Et j'ai dit, comme un petit peu, il faut faire en mode création. Propriété. D'accord? Vous avez cette fenêtre qui apparaît. Il y a un ensemble de propriétés qui sont utiles à connaître, que vous allez retrouver dans beaucoup d'objets qu'on va manipuler dans la programmation. D'accord? On a la propriété backcolor, couleur de fond du bouton. Vous pouvez la changer. Il y a des couleurs par défaut, système ou palette. Système ou palette. Donc, je peux choisir une couleur qui est un peu bizarre. Voilà. Backcolor, couleur de fond. D'accord? Backstyle. Bon, transparent ou opaque. Opaque veut dire que c'est pas transparent. C'est que transparent, ça veut dire que je peux voir ce qui est derrière le bouton. Derrière le bouton, c'est la feuille. Donc ça veut dire que si je dessine une couleur jaune ici, que porte mon bouton, vous voyez? Vous voyez, non? J'arrive à avoir la couleur jaune qui est derrière. Hein? Donc ça c'est la propriété backstyle. Bon, si vous ne voulez pas, l'option par défaut c'est opaque. Dans ce cas, le derrière du bouton ne se voit pas. Hein? Dans ce cas, le derrière du bouton ne se voit pas. Bon, on a la propriété. Je prends le temps d'expliquer ces propriétés parce que c'est important. Beaucoup vont revenir quand on va utiliser d'autres objets avec les mêmes noms. Parce qu'il y a des propriétés que vous retrouvez plus ou moins dans presque tous les objets. Hein? La déclaration d'objet que vous avez, si c'est un objet solide, il a forcément un fond. Et on peut y mettre une couleur. Il a forcément un style d'affichage. Il peut être opaque ou transparent. Il a forcément un caption s'il comporte du texte. Hein, ça dépend. Donc, vous avez la propriété caption. Caption, c'est le texte qui est dans le bouton. Le texte qui est dans le bouton. Rien à voir avec le nom du bouton lui-même. D'accord? Donc, je peux l'appeler afficher. C'est en majuscule. Clavier à bouger. Donc, afficher message box. Donc, caption, c'est le texte qui s'affiche dans le bouton. D'accord? Enable, est-ce que le bouton est actif ou non? Là, c'est true. Donc, ce qui veut dire que si je suis en mode hors création, ce bouton est utilisable. Si je mets enable à false,
Si je passe ici, ce bouton n'est plus utilisable. Il est bloqué. Hein? Mais la propriété enable, c'est une propriété booléenne. Elle prend la valeur true si le bouton est disponible pour utilisation et false si le bouton est désactivé pour utilisation. D'accord? Donc je reviens en mode création. Propriété et je le mets à true. Font, ça veut dire que la police du texte qui est dans le bouton. D'accord? Il y a un petit bouton ici, 3 points de suspension. Vous cliquez dessus et ça vous permet de régler la police du texte qui est dans le bouton. Alors la police c'est le style, c'est-à-dire gras, italique ou pas, la famille de police et la taille de la police. Et les effets aussi. C'est-à-dire que barré ou souligné. Vous pouvez les intégrer. Donc je peux dire 12. Je mets du semi-gras condensé. Voilà. Ça permet de faire un texte qui est plus massif. Là, c'est les familles de police. Font color. La couleur du texte qui est dans le bouton. D'accord? Vous voyez mon texte là, il est en couleur noire. C'est pour ça qu'il faut encore ici. Il vous indique ici, vous voyez le carré là, il indique la couleur. Donc je peux changer ça. Tout ça, là aussi pour les couleurs, vous avez système, vous avez palette. Donc, je peux chercher une couleur bizarre. Jaune. Rouge. Donc, font color la couleur du texte qui est dans le bouton. D'accord? Height, la hauteur du bouton. Système, c'est les couleurs par défaut du système. Donc, c'est la liste ici. Donc, ce sont des couleurs. Tu choisis ce que tu veux. Et palette, c'est la palette de couleurs. Donc, là, maintenant, tu as accès à une palette de couleurs plus. Par le système, il y a beaucoup de couleurs. Il n'y a pas ici. Hein. Tu vois, c'est là que des couleurs par défaut. Height, c'est la hauteur du bouton en pixels. D'accord? Donc là, ce bouton a une hauteur de 36. Si je l'agrandis un peu, height passe à ce. Vous voyez comment height va. D'accord? Left. Considérons que voici l'écran. Ça, c'est mon bouton qui est sur l'écran. Donc, ça, comme on l'a dit, ça c'est height. D'accord? Ça, c'est une propriété qui est à la fin dans votre liste. À largeur. Width. C'est l'avant-dernière propriété. C'est comment? Là, je dois dire prier pour que le vidéo projecteur ne vienne pas. Non, mais c'est celui qui cherchait tout. Ça, c'est left. La distance entre le bord gauche du bouton et le bord gauche de l'écran. D'accord? Et ça, c'est top. Dans la liste, il y a une propriété qui s'appelle top.
D'accord? Bon. En fait, left et top, ça c'est l'origine du bouton. Si je prends ça comme mon repère, ça, c'est left. D'accord? Vous allez voir que ça c'est left. Et ça, c'est top. D'accord? Donc, on est face aux coordonnées comme ça. Sachant que dans l'écran, en programmation, dans la manière de modéliser l'écran qu'on programme, ça c'est X, ça c'est Y. J'avais expliqué ça la dernière fois. D'accord? Donc en fait, top et left sont plus ou moins les coordonnées, simplement, de l'origine du bouton par rapport au repère de l'écran. Tout simplement. Mais de manière simple, pourquoi on appelle ça top? C'est la distance du haut du bouton par rapport au haut de l'écran, donc c'est le sens de top. Et left, parce que c'est la distance entre le bord gauche du bouton et le bord gauche de l'écran. Donc ça, c'est les paramètres de positionnement. Ça permet de savoir où est positionné le bouton et ça permet aussi de déplacer la position du bouton. Donc quand je veux déplacer la position du bouton sur l'écran de par la programmation, je dois toucher top et left. Je ne touche que top, je déplace le bouton sur la verticale. Je ne touche que left, je déplace le bouton sur l'horizontale. Je touche les deux, je peux déplacer le bouton de manière diagonale. D'accord? Alors que width et height, c'est le paramètre de dimensionnement. Ça permet de donner la dimension du bouton. Donc, soit de réduire sa taille, soit de réduire sa largeur. Donc, vous avez lock qui est verrouillé, parce qu'un bouton peut être verrouillé. C'est pas la même chose que enable. Enable veut dire le bouton est inactif ou actif. Le bouton est inactif ou actif, alors qu'ici le bouton est verrouillé. C'est deux choses différentes. Donc, si je mets ici true, bon, les boutons ils sont toujours verrouillés plus ou moins. Ça veut dire qu'à l'utilisation, son texte n'est pas modifiable. En fait, c'est ce que signifie le verrouillage en VBA, tout simplement. À l'utilisation, le contenu du bouton n'est pas modifié. Ça veut dire qu'à l'utilisation, c'est comme ça à l'extérieur. D'accord? On verra les contrôles comme les zones de texte, sur lesquelles, quand vous concevez une zone de texte, à l'utilisation, on peut mettre autre chose dedans. Et si vous le verrouillez, on ne peut plus rien mettre. C'est-à-dire qu'on peut entrer dedans, faire bouger la souris, mais on ne peut pas changer ni modifier le texte qui est dedans. D'accord? Bon, mais les boutons, eux, ils sont naturellement verrouillés. C'est-à-dire qu'à l'utilisation, on ne peut pas toucher le texte ici. Il n'est plus touchable. Donc ça, c'est la propriété lock. Maintenant, vous avez la propriété mask icon. Ça permet de définir quelle est l'icône de la souris quand la souris passe sur le bouton. D'accord? Donc, si vous avez la capacité à télécharger une icône de souris, vous allez la chercher, vous la sélectionnez et vous la rattachez au bouton. Il y a beaucoup d'images icônes. Alors, les images icônes, ce ne sont pas les images JPEG ou PNG que vous avez l'habitude de manipuler. C'est un format d'image particulier. Donc, vous pouvez en télécharger des images icônes sur le net. Si ça vous amuse, cherchez une icône de souris qui vous arrange et vous la rattachez au bouton. Et chaque fois que la souris passera sur le bouton, la souris va prendre cette icône-là. Donc, mask icon, c'est ça cette propriété. Bon, vous avez aussi mask pointer. D'accord? Bon, là c'est pour définir aussi, vous voyez, je prends arrow. Et quand je viens ici, automatiquement il va prendre le sens que je veux. Alors, je n'ai pas pris un pointeur de souris, je ne veux pas le cross. Arrow veut dire flèche. Donc, c'est le pointeur de souris classique. Donc, vous voyez maintenant, cross, la croix. Donc, quand je viens, au lieu de la flèche,
change automatiquement. Donc là, vous définissez le pointeur de la souris. Rien à voir avec l'icône de la souris, c'est des choses différentes. Alors même si on définit le pointeur, un pointeur différent en choisissant une icône différente. Bon, là, c'est... Donc je vais mettre le par défaut. Par défaut, c'est arrow. Et puis vous avez picture. Picture, vous pouvez décider de mettre une image dans un bouton. Bon, là, ça marche avec tous les formats images, hein, que ce soit JPEG ou PNG, ou ICO ou BMP. Tous ces formats que vous connaissez, vous pouvez utiliser pour mettre, voilà. Et vous pouvez définir la position de cette image. Vous avez tous les en haut, au centre, au fond, ainsi de suite. Voilà, position, right, center. Vous pouvez savoir comment l'image va se placer. Et en fonction de la taille de l'image peut avoir la capacité de remplir tout le bouton ou de ne remplir qu'une partie du bouton. Ça dépend de la taille de l'image. Et puis placement, bon alors placement c'est autre chose, le positionnement par rapport à d'autres objets. Orange, je sais pas, on va voir l'exemple, on va utiliser placement. Maintenant la question, est-ce que cet objet s'imprime? Print object true ou false? Si je mets true, quand on envoie l'effet, je définis une zone d'impression ici. Page layout, zone d'impression. Donc, ce qui dit que quand je vais imprimer comme ça, tout le monde entre dedans. N'est-ce pas? Et si je change mon paramètre SIG, et je mets maintenant que ce gars-ci n'est pas un gars qu'on imprime. Print object false. Donc, lui, si tu veux imprimer, il ne sort pas dedans. D'accord? Je sors du mode création. Maintenant, quand je vais imprimer, il a disparu. Il disparaît lui-même tout seul. Les deux. Ah non, le contrôle formulaire est naturellement non imprimable. Pour arriver à l'imprimer, il faut arriver à le forcer de sa présence. Il est naturellement non imprimable. D'accord? Mais celui-ci, tu as la capacité à dire que s'il est placé en une zone de la feuille, si cette zone fait partie d'une zone d'impression, est-ce que je veux qu'il apparaisse dans l'impression ou il n'apparaît pas? D'accord? Donc, et puis vous avez shadow pour l'ombre. Est-ce que vous voulez que votre bouton ait un ombre? Hein? Vous voulez que le bouton ait l'ombre? False, il n'a pas. True, ouais, l'ombre qui apparaît, c'est comme ça. Bon, par contre, si je mets false, l'ombre disparaît. Quoi? Voilà. Take focus on click, ainsi de suite, top, visible. Alors, est-ce que mon bouton est visible quand il est en exécution? Là, c'est oui. C'est maintenant false. En mode design, il apparaît. En mode non design, il disparaît. J'ai dit qu'il n'est pas visible en exécution. Hein? Répétez visible. Donc, quand je passe en exécution, il disparaît. Alors, vous posez la question de savoir est-ce que ça sert à quelque chose d'avoir un bouton qu'on ne voit pas? Alors, la propriété visible est utile quand un bouton doit être disponible en fonction de certaines contraintes. Donc, quand ces contraintes ne sont pas remplies, on le fait disparaître. Et quand les contraintes sont remplies, il réapparaît pour que tu puisses l'utiliser. Donc, je vais le remettre à Visible True. Et après, vous avez Word Wrap. D'accord? Le Word Wrap, c'est comme... Alors, souvent pour comprendre certaines choses très facilement, il faut travailler dans Excel en anglais. Parce que dans la version ici, vous avez le wrap text.
Quand vous voyez l'icône, c'est quoi chez vous? Je suis dans Excel, hein, dans l'accueil là. Chez moi, c'est WordText. Chez moi, je suis dans Excel là. Renvoi automatique à la ligne. D'accord? Voilà. Donc, en fait, cette propriété sur le bouton CTRL actif X permet tout simplement de dire est-ce que si le texte est trop long, je le renvoie à la ligne. Hein? Donc là, c'est false. Vous mettez un texte long, il aligne ça comme ça, là, il cache une partie. Par contre, si je mets wrap égale à true, si le texte est long, il va essayer de passer à la ligne pour pouvoir. Voilà. Donc, vous avez là la liste des. On a pris le temps d'expliquer chacune des propriétés. On en aura besoin absolument qu'on va programmer beaucoup d'autres, notamment qu'on va utiliser les formulaires. On va programmer les formulaires. On va rencontrer encore beaucoup de ces propriétés. Là, ce sont que des propriétés. Plus tard, on verra dans la suite les méthodes qui sont rattachées à un bouton de commande. Donc, cette explication passée, première chose à faire quand je crée un objet, c'est de le nommer. D'accord? C'est de le nommer. On va adopter une convention de nommage des objets. C'est de créer toujours le nom d'un objet en collant deux parties. D'accord? C'est la classe. Une première partie qui nous rappelle la classe de l'objet. Il ne faut pas oublier qu'on est en programmation orientée objet. Quand tu as une variable, il correspond à un type. C'est-à-dire que c'est un espace pour accueillir des données de tel type. Mais quand tu as un objet, il a été créé sur la base d'une représentation générale qu'on appelle une classe. Donc les déclarations des variables se font en les déclarant que c'est une variable de tel type, alors que les déclarations des objets se font en disant que c'est un objet de telle classe. Il faut faire la distinction entre les deux. D'accord? Donc, quand j'aurai un objet, je vais toujours créer son nom en collant deux choses. Une première partie qui est censée me rappeler la classe de l'objet. Et une deuxième partie qui est censée me rappeler la fonction, à quoi sert cet objet. Ah non, j'ai laissé le marqueur trop ouvert. Ce que j'appelle la fonctionnalité de l'objet. D'accord? D'accord? Donc, si je prends un exemple sur ça, c'est un command button. Ça, c'est les objets de classe command bouton, bouton de commande. C'est pour ça que vous voyez que quand il a créé le nom par défaut, c'était écrit command button word. Donc, pour le nommer, moi je vais utiliser CMD. Pourquoi ça me rappelle que c'est un command button? Et comme c'est un bouton qui me permet d'afficher mon message, je peux par exemple CMD afficher. Par exemple, comme ça. Donc, vous voyez qu'il y a deux parties. Alors, ce que je suis en train d'expliquer là, ce n'est pas une obligation à vous nommer vos objets comme vous voulez. Bien sûr, vous avez les contraintes lexicographiques du langage. Ça veut dire que le nom d'objet ou de variable, j'ai à répéter ceci plusieurs fois, ne peut contenir que des lettres, des chiffres ou le tiret de 8. Et le premier caractère doit toujours être une lettre. D'accord? Et en fonction des langages, vous avez une limitation à 255 caractères pour ne pas traverser. Certains langages, mais 64 caractères. Parce qu'on ne comprendrait pas une variable qui est tout un texte. Une variable qui est tout un texte, je ne sais pas à quoi ça sert. D'accord? Donc, moi, j'essaie juste de prendre une convention. On fait la programmation orientée objet, donc on va beaucoup manipuler les objets. C'est bon que quand vous rencontrez le nom d'un objet dans votre programme, vous sachiez directement que ça c'est un objet de telle classe et il permet de faire ceci. Le nom doit déjà vous donner cette indication rapidement. Donc c'est pour ça que on va prendre le soin souvent de bien nommer nos objets
pour qu'il soit facilement reconnaissable qu'on écrit notre programme. Donc ici, par exemple, celui-ci, je décide d'appeler CMD affiché. Le CMD, c'est pour que ça me rappelle que c'est un command button. J'ai plus ou moins abrégé command. D'accord? Et afficher, ça veut dire que c'est un command button qui me permet d'afficher quelque chose. Donc, il y a une propriété même ici en haut. C'est la toute première propriété. La voici. D'accord? Donc, pas d'espace, hein? Pas d'accent aussi. Alors, si vous avez accès en français, ça peut accepter des noms avec des accents, hein, je les utiliser. Donc, CMD affiché. D'accord? CMD affiché. Donc, on a bien nommé notre bouton de commande. N'oublie pas ce qu'on cherche comme objectif, hein, c'est lier notre bouton de commande avec notre macro. De telle façon que quand on le clique, que ça actionne la macro, n'est-ce pas? La dernière fois, j'expliquais déjà qu'il n'y a pas d'affectation macro ici. Contrairement ici. Ou là-bas en haut, tous les trois autres cas avaient affectation macro. Mais ici, il n'y a pas affectation macro. On a déjà un problème là dans la logique. D'accord? Mais par contre, si vous parcourez le clic droit ici, si vous pouvez être en mode création, vous allez voir visualiser le code. Hein? Je clique sur ça. Je vais effacer tout ceci, je vais cliquer. Si vous faites ça, ça vous met ici. Je suis censé agrandir ce truc. Donc, ici, vous placez directement. Monsieur? Oui. Pourquoi moi j'obtiens des fenêtres différentes? Quelle fenêtre différente d'accord? Le général, Moi, quand j'ai cliqué sur la dessus, ça. J'ai obtenu des fenêtres. Très clair. Où sont les deux fenêtres là? c'est ça qui m'a. Oh, bon, c'est pas grave. Où est l'autre? Maintenant masqué? Pas grave. C'est facile. On a déjà recommencé. Il y en avait quelque chose là-bas à l'intérieur. On recommence. On a déjà recommencé. Je recommence parce qu'il y a des choses que je dois m'arrêter à expliquer là, qui sont nécessaires. La dernière fois, j'avais enjambé juste pour montrer les simples pages. Donc, ouais. Quel code? Non, il y avait un code qu'on avait écrit la dernière fois. Il faut l'effacer. Bon, si vous êtes arrivé là-bas, faites comme moi, comme ça, sélectionnez pour effacer. Je viens là et je fais visualiser le code. Tu devrais avoir ce qu'il. Et si tu as renommé le bouton, parce que là, si quelqu'un n'a pas renommé le bouton, il ne va pas. D'accord? Ces objets sont placés sur. Le début là, on explique d'abord bien l'utilisation de l'environnement. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut savoir, comment on a pour s'écoller à quoi, ainsi de suite. Dans ce début, je prends le temps de bien expliquer l'environnement de programmation. On va aller un peu plus vite souvent sur ces choses. Donc les gens qui sont distraits là, qui vont souvent nous perturber en disant oh, je suis en retard, on va avoir des problèmes. Donc quand je fais ça, je tombe dans l'environnement des codes qui est rattaché à la feuille. Je peux fermer cette page, hein, ici en haut, là, juste là. Vous voyez, tout ça peut se faire. Je peux la réouvrir en passant comme on est passé tout à l'heure. Mais je peux accéder à cette zone puisque la feuille là voici. Elle est listée parmi les objets de mon projet de programmation. Si la feuille en elle-même c'est un objet.
D'accord? Si elle fait clic droit là, d'accord? Vous allez voir tout de suite, premier élément, visualiser le code. Dans les codes qui sont rattachés à la feuille, si je clique sur ça, je tombe toujours sur mon CMD affiché. Cette fenêtre, j'ai réussi à la fermer à partir d'ici. Quand c'est gris comme ça, toutes les fenêtres sont fermées. Mais je peux la retrouver en venant ici. Voici ma feuille interface. Elle est listée parmi les objets. D'accord? Clic droit, visualiser le code, je tombe toujours. Sinon, monsieur, lorsque l'autre partie-là aussi ferme ça, comment tu fais pour ouvrir ça? Quelle partie? L'autre partie. Ça, c'est l'explorateur du projet. D'accord? Je ferme. Afficher. Hein? Quelle barre en bas? Quelle barre? Ici? Ah non, la fenêtre est juste un peu trop dimensionnée. Tu vois, après cette fenêtre est transportable. Hein? Alors le mal, c'est que si tu l'as détachée comme ça, pour arriver à la réattacher, pour qu'elle soit bien alignée comme elle était alignée là, c'est tout un casse-tête. Bon, après, si tu es chanceux, tu viens, tu travailles, tu vois, là, je l'ai transporté mal encore. Elle s'est placée plus en haut. Donc, je cherche le bon endroit pour la placer. Parfois, c'est pas évident. Donc, ça s'appelle le casse-tête chinois. Tu déplaces mal cette fenêtre. Monsieur, c'est pas mieux de la fermer, de faire encore le view en haut là. Si tu la fermes, que tu as à déplacer. Et je fais afficher, elle revient à l'endroit où elle était. Comment va? Hein? Donc, voilà comment je vais faire. Je vais essayer de la dimensionner comme ça. Comme ça. Et là, souvent le casse-tête chinois pour la ramener dans le. Contrôle Z ne marche pas sur ça. Tu vois? Contrôle Z ne marche pas sur ça. Bon, il y a une autre fenêtre que je peux aussi jouer des deux. Il y a la fenêtre de propriété. Elle va venir une fois ici. D'accord? Ici, elle fait la fenêtre de l'explorateur. Voilà. Voici ce que j'ai fait. C'est que comme celle-ci me dépasse à remettre à l'endroit où je veux. D'accord? Donc ce que je fais, c'est que bon, la fenêtre propriétaire va venir automatiquement ici. Je peux la fermer parce qu'elle est ici en bas. Bon. Elle va automatiquement se placer. Bon, je sors ma fenêtre de l'explorateur. Il va se mettre à côté. Bon, je viens, je le pose au-dessus. Voilà. Les deux se mélangent. Et quand les deux se mélangent, ils se découpent automatiquement ici. Les zones de séparation là-bas. Voici. Donc si je fais partie de celui-ci, celui-ci occupe tout l'espace automatique. Donc c'est votre explorateur de projet. Donc tout ça est visible dans affiché ici. Il y a une autre fenêtre qu'on verra, c'est la fenêtre des outils, tout ça là. Donc on va voir ça dans la boîte à outils, toolbox. On va la voir plus tard. Mais il y a deux fenêtres ici qu'on va principalement utiliser. C'est la fenêtre des propriétés qu'on va utiliser ici. Quand vous avez un objet, les deux, parfois c'est bon d'afficher les deux. Et quand je clique sur un objet, j'ai la liste de ses propriétés et en haut j'ai la liste des objets du projet programmation. J'ai besoin d'avoir la vue, parfois la vue sur les deux. Donc, nous on voulait aller dans les codes liés à la feuille. Donc on a cliqué, visualiser le code sur notre bouton, il nous a transporté ici avec automatiquement une procédure qu'il a créée. Parce qu'on a déjà vu que SOP, diminutif de subroutine, c'est pour mot-clé pour introduire procédure. Et ça c'est le nom de la procédure. Cette procédure n'a pas de paramètres en entrée, c'est pour ça qu'on a deux parenthèses vides. Et private,
c'est la portée de visibilité de la procédure. J'ai expliqué ça la dernière fois. Public, private. Ça veut dire que cette procédure n'est pas utilisable en dehors de l'environnement de la feuille. D'accord? Parce que la feuille elle-même, c'est comme un grand objet à l'intérieur duquel il y a mon bouton et avec tous ces éléments, donc notamment les codes qui sont rattachés au bouton, tout ça est dans la feuille. Ça constitue les propriétés de la feuille. Et quand à l'intérieur de la feuille est déclaré un objet comme privé, il n'est qu'utilisable dans le périmètre de la feuille. Si je vais à l'extérieur, je ne peux pas le voir. Donc on a expliqué les private public là la dernière fois. Bon, il vient automatiquement avec private. Ça veut dire que cette procédure-là n'est utilisable que quand je suis dans l'environnement de la feuille. En dehors de la feuille, elle n'est pas utilisable. Mais le nom de la procédure, c'est aussi lui qui a créé le nom de la procédure. Ce nom est coupé en deux. D'un côté, le nom de mon bouton, tiré de 8, ce qu'on va appeler l'événement auquel est rattachée cette procédure. Ça veut dire que clic. On a cliqué sur le bouton. L'événement, le bouton a été cliqué. Donc, cette procédure-ci va s'exécuter automatiquement dès que le bouton est cliqué. C'est ce qu'on appelle la programmation par événement. Ça veut dire qu'on crée une procédure qui se déclenche elle-même de manière automatique dès qu'un événement se produit. Quand je parle d'événement, vous faites des cours de statistique, vous comprenez de quoi je parle. Donc, je n'ai pas besoin d'expliquer ça. Donc, dès qu'un événement se réalise, automatiquement, la procédure va s'exécuter. D'accord? Donc, les contrôles actifs X, pour arriver à fonctionner, ils fonctionnent par programmation d'événements. Il faut arriver à créer des procédures auxquelles on rattache à des événements qui arrivent au bouton, et ces procédures-là vont s'exécuter automatiquement dès que cet événement-là se réalise. Donc, dès qu'on clique sur le bouton, notre procédure, si qu'on va créer, va s'exécuter. Alors, notre procédure, elle va faire quoi? Il ne faut pas oublier ce que nous avons envie de faire. C'est déclencher l'exécution d'une autre procédure qui, elle, est dans le module 1 qu'on a ici en bas, qui s'appelle Proc VBA chez moi. J'ai vu chez d'autres, ça s'appelait programmation VBA, je suis tout ça. Donc, ici. Alors que notre procédure, elle est ici. Celle qui se déclenche automatiquement dès que l'événement clique. D'accord? Donc, ce que l'on a envie, c'est de dire à cette procédure-ci, à ton exécution, lance l'exécution de l'autre procédure qui est de l'autre côté. Et pour lancer l'exécution de l'autre procédure, c'est pour ça qu'on avait écrit call proc VBA. Mon proc VBA, si je peux l'appeler ici, ne pas oublier qu'ici je suis au niveau de la feuille. Mon proc VBA est au niveau du module. C'est deux objets différents. J'ai la capacité à avoir mon proc VBA ici. Pourquoi? Parce qu'il est public. Pour comprendre ce qu'on a en train de faire, voici ma feuille avec tout ce qu'il y a dedans, tous les sorts que je peux créer, tous les fonctions que je peux créer rattachés à mes objets. Et là, j'ai mon module. D'accord? Et ici à l'intérieur, j'ai mon proc VBA. Ce proc VBA n'est visible à partir d'ici que parce que ici on l'a déclaré comme public. Il ne faut pas oublier qu'on est dans la programmation orientée-objet. On a dit l'un des principes de base, c'est l'encapsulation. Tu ne peux pas accéder au fils sans passer par le père. Sauf si lui-même a ouvert grandement sa porte pour dire « Vois tous mes enfants ». D'accord? C'est ça quand il déclare ses objets publics. Là maintenant, il a ouvert la porte, il a ouvert les fenêtres, et ainsi de suite. Il a même créé d'autres trous pour dire « Personne ne peut plus se cacher ». Vous pouvez tous les voir. D'accord? Donc, ici, je clique sur mon bouton, ça va déclencher automatiquement ma procédure, et ma procédure a la capacité d'appeler cette procédure qui est ici. Parce que cette procédure est publique, je peux l'appeler. Si j'avais déclaré privé ici, je ne peux pas. À l'exécution, ça va produire une erreur. Il va dire que je suis là,
La procédure que tu vas appeler, je ne la vois pas. Parce qu'ici, elle est cachée. D'accord? Et comme je l'ai déclaré comme public, à partir de là, je peux l'appeler. Ce qu'on a fait, c'est la programmation par événement. Et quand vous êtes sur un bouton, ce n'est pas l'événement clic seul que vous pouvez programmer. Ici en haut, il y a deux listes déroulantes. Celle de gauche liste tous les objets qui sont sur la feuille, mais uniquement les objets actifs X et les pas, il ne va pas lister les contrôles de formulaire ou les autres de texte ou les objets d'illustration. Mais s'il y a un contrôle actif X sur la feuille, vous allez voir la liste de tous ces contrôles actifs X ici. Pour chaque contrôle que vous avez choisi, là c'est juste sur le bouton CMD affiché. C'est pour ça qu'il est choisi. À droite, vous avez la liste des événements que vous pouvez programmer pour ce contrôle. C'est automatique. Cette liste est fermée. Donc, par exemple, mon bouton, je peux programmer l'événement clic. Moi, je peux programmer l'événement double clic. Juste en dessous des clics, vous avez DBL clic. Si je clique sur lui, il va créer une autre procédure. Vous voyez, dans le même esprit. Nom du bouton, nom de l'événement associé. Vous voyez, il crée automatiquement ces procédures, hein, c'est pas toi. Et tu ne peux pas changer leur nom. Mais si tu changes les noms de ces procédures, ça ne va plus marcher. Donc, nom du bouton, nom de l'événement associé. Donc, cette procédure est faite pour s'exécuter automatiquement dès que le bouton est double-cliqué. D'accord? Bon, je vais essayer de garder d'abord uniquement le clic. Ça me permet que si je clique, bon, je vais effacer le clic, je vais copier ça, je fasse le clic et je ne programme que le double clic. Ça veut dire que j'appelle ma procédure uniquement quand on a double-cliqué le bouton. Donc, si je clique, ça va bien faire. D'accord? Donc, maintenant, si je viens, je sors du mode création, je clique, ça ne fait rien. Je clique, ça ne fait rien. Mais si je double-clique, ça marche. D'accord? Si je double-clique, ça marche. Donc, j'ai créé une procédure qui se déclenche automatiquement dès qu'un événement se réalise. Il y a d'autres événements, hein, ce ne sont pas les seuls. Dans votre liste, vous avez des événements comme mouse move, ou mouse down, ou mouse up, mais je préfère mouse move. La souris est en train de bouger au-dessus du bouton. Ça donne ça, je supprime ça, je me déplace de la programmation de l'événement double-clic, je garde seulement l'événement, la souris est en train de bouger au-dessus du bouton, ce que ça veut dire mouse move. D'accord? Je colle et je viens exécuter. Ça ne veut pas dire que dès que ma souris bouge, ça se déclenche. Hein? Il faut que ma souris bouge au-dessus du bouton. Il faut bien comprendre l'événement mouse move. Donc là, je fais tout ce que je veux, mais dès que je veux, je vais sur le bouton, automatiquement ça exécute, appeler ma procédure pour bébé. D'accord? Donc ça c'est mouse move. Mais vous avez aussi key down, key press, beaucoup d'autres choses que vous pouvez aussi programmer. Hein? Key down veut dire qu'un bouton du clavier a été appuyé. Key press, alors on va programmer key press et key down dans les exemples qui viendront dans la suite. Key press, ça veut dire un bouton qui génère un caractère à ce qui a été appuyé. D'accord? Donc si je suis sur le bouton, le focus est sur le bouton et j'appuie un bouton du clavier, automatiquement la procédure va se déclencher. D'accord? Donc, contrairement aux trois autres cas qu'on avait vus, on écrit la macro, on pose l'objet, on assigne la macro ou on affecte la macro à l'objet. Et puis, dès que tu cliques,
D'ailleurs, là-bas, ici, en fait, si on faisait le parallèle, on ne programme que l'événement clique en fait. Et tu cliques, ça marche. Tu cliques, ça marche. Alors que avec un contrôle actif X, c'est toi qui choisis l'événement qu'on doit produire pour déclencher l'exécution. Sur le bouton. Donc tu peux dire c'est le clic, tu peux dire c'est le double clic, tu peux dire la souris passe, tu peux dire on appuie un bouton la souris. Mouse down, on a lâché un bouton la souris, mouse up. Donc tu peux programmer plusieurs événements qui peuvent permettre de déclencher l'exécution à partir du bouton. Est-ce qu'on peut programmer plusieurs événements à la fois? Non. Oui, on peut programmer. Non, maintenant alors. On peut programmer plusieurs événements pour des finalités différentes. Ou tu peux programmer plusieurs événements pour faire la même chose. C'est pas interdit, hein? D'accord? Voilà. Donc, si tu veux, je garde mon mouse move, hein? J'ajoute mon clic aussi. Maintenant, attention, les événements là peuvent se produire en cascade. Hein? Moi, j'ai plusieurs événements, non? Du même bouton. Donc, il me dit que si je clique, ça va déclencher. Si je double clic, ça va déclencher. Si la souris passe au-dessus, ça va déclencher. Mais en fait, je n'aurai jamais la possibilité de cliquer et double cliquer. Parce qu'en fait, l'événement souris au-dessus, lui, déclenchera automatiquement. Me forcera à venir cliquer OK ici. La souris s'est déplacée. Pour revenir, dès que je vais vouloir cliquer, il va encore faire la même chose. Donc tu vois que ça ne sert à rien de mettre de programmer plusieurs événements pour faire la même chose en fait. Parce qu'il y a un des événements qui peut bloquer les autres. De façon qu'ils ne peuvent jamais se produire en fait. Donc regardez juste le clic. On se met le reste. Voilà, on a les passes. On garde juste le clic. C'est ça qui est intéressant, c'est ça qu'on voulait faire. Avec ici on cliquait, là aussi on clique. Ah. Non, on ne touche pas le private. Attention, tu enlèves le private, ça va poser un problème. D'accord? Donc là, on a vu, dans cet exemple 1, on a vu comment est-ce qu'on crée une macro qui serait une procédure. D'accord? Et on a vu comment on peut créer les déclencheurs ici à l'extérieur. Donc quand moi je vais souvent faire le cours, et j'ai dit on a fini la macro, créer le déclencheur, moi je n'ai plus rien à vous dire. J'espère qu'on est d'accord sur ça, dès cet instant. Non, c'est pas que tu as vu, tu as aussi fait. On a fait quoi, monsieur? On va créer Non, ça veut dire que les codes qu'on va écrire souvent, comme j'étais en train de le préciser, tu n'écris pas. La programmation VBA n'est pas faite pour que j'écris un code et que je vienne ici derrière l'exécuter. C'est pas fait pour ça. C'est fait pour que, quand j'ai une macro, j'ai quelque chose ici qui me permet de lancer la macro. Donc, si j'écris une macro derrière, automatiquement, il doit y avoir quelque chose ici qui permet de lancer la macro qui est derrière. Je comprends. Est-ce que vous pensez qu'on va accumuler des informations suffisantes? Avec déjà mises en année, on va donner sur le Non, bon, maintenant tu dis suffisante, on fait ce qu'on peut faire. Ça veut dire que le cours qu'on fait, c'est 20 heures. Ça va te permettre d'être expert à VBA à 20 heures. C'est pas possible. Hein? Il y aura une TDO. On s'exerce nous tous en avançant. On s'exerce tous en avançant. Je lui ai expliqué, on a fait un premier cours, encore qu'ici même est différent. C'est-à-dire qu'ici on fait que les exemples. Donc c'était exemple 1, non? On fait maintenant on fait exemple 2. C'est clair, non?
C'est pour ça qu'on apprend VBA. Voilà. Bon, vous fermez ce classe. Ça, vous l'enregistrez. On passe à l'exemple 2. Ouais.